Votre invité Sonia Mabrouk est le porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gabriel Attal. Bonjour Sonia Mabrouk et bonne année. Bonne année à vous, meilleurs vœux qui commencent de manière particulière à l'école puisque c'est la 3e fois en une semaine que l'exécutif change ou fait évoluer en fait les règles à l'école alors que les parents trouvaient ce système kafkaïen. Est-ce que vous assumez ce matin de laisser circuler le virus à l'école ? Non, ce qu'on assume c'est de laisser les écoles ouvertes le plus possible. Vous savez que c'est un choix qu'on a fait depuis le début de cette crise et on l'assume. C'est un choix qui nous a permis d'avoir en France nos écoles ouvertes 2 fois plus qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Italie, 4 fois plus qu'aux États-Unis, parce qu'on sait que c'est bon pour les enfants, c'est bon pour leur morale, c'est bon pour leur santé, c'est bon aussi pour le pays évidemment. Des écoles qui ferment, c'est un pays qui baisse le rideau et c'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, on sait que c'est une solution qui est difficile, surtout quand le virus circule beaucoup, parce qu'il faut évidemment lutter contre la circulation du virus, il faut arriver à détecter les cas positifs, à pouvoir les isoler. Et donc, effectivement, ça nous a amené à fixer un certain nombre de règles. Et oui, à les faire évoluer parce qu'on est pragmatique aussi, et parce qu'on regarde les difficultés auxquelles sont confrontés les familles, les enseignants, et que forcément, on s'adapte en gardant cet objectif de sécurité sanitaire, mais aussi l'objectif de continuité scolaire. Avec des enfants qui sont laissés toute la journée aux côtés de cas potentiellement positifs, on remplace le test PCR qui est le plus fiable. C'est pour ça que je vous pose la question d'un variant, d'un virus qui va forcément plus circuler, même si on entend le principe évidemment de sanctuariser l'école. Le virus, il circule déjà. Il circule beaucoup. Il y avait effectivement 3 tests qui étaient demandés aux élèves cas contact. Le premier de ces tests devait être fait en pharmacie ou en laboratoire. D'où les files d'attente terribles qu'on a vues ces derniers jours, la semaine dernière, avec des parents qui font la queue pendant 1h30, 2 heures parfois, pour pouvoir faire tester leur enfant. Et donc oui, c'est une mesure de bon sens de dire que ce premier test n'aura plus à être réalisé en pharmacie ou en laboratoire, mais être réalisé à la maison avec un autotest, parce que maintenant on dispose de ces outils qui permettent plus de simplification. Donc oui, on s'adapte aussi avec bon sens, avec pragmatisme aux difficultés que rencontrent les familles. Et aux doléances des parents qui n'en peuvent plus, Gabriel Attal, parce qu'ils trouvent cela trop contraignant, et les doléances des enseignants qui sont demandeurs de protection supplémentaire. Que leur dites-vous alors que l'appel à la grève nationale ce jeudi s'annonce très suivi? On travaille avec les enseignants. Jean-Michel Blanquer les a encore reçus, je crois, la semaine dernière. Ils se plaignent de l'inverse. Vous avez plusieurs mots d'ordre dans ceux qui appellent à la grève jeudi. Vous en avez qui appellent à revenir à une règle où dès qu'il y a un cas positif, on ferme la classe. On sait très bien que si on en revenait à cette règle, on se retrouverait assez rapidement avec la quasi-totalité des classes ou des écoles qui seraient fermées. Aujourd'hui, je rappelle que les classes fermées, c'est 2% des classes dans le pays. Donc nous, on préfère tester que fermer. Donc ça c'est non. Ensuite, vous avez d'autres mots d'ordre et d'autres revendications sur lesquelles on a travaillé avec les enseignants et sur lesquelles on va continuer à travailler. Vous avez la question des capteurs de CO2 dans les classes qui sont demandés par les enseignants. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Oui, on a mis en place un budget depuis maintenant plusieurs mois de 20 millions d'euros pour permettre aux collectivités locales de s'équiper. On voit que ça progresse, il faut que ça continue à progresser. Vous avez des revendications aussi sur la question du remplacement. Quand un prof est positif, qu'il doit s'isoler chez lui, il faut qu'il puisse être remplacé. On a augmenté... Oui, il faut, ça c'est le principe et la réalité. Eh ben, la réalité, c'est qu'on a augmenté de 30% nos capacités de remplacement, justement pour qu'il puisse y avoir des remplacements. Est-ce qu'il y en a partout? Évidemment non. Il y a toujours des difficultés ici ou là, mais je peux vous dire que Jean-Michel Blanquer est hyper mobilisé pour y répondre et pour prendre les meilleures mesures possibles. Gabriel Attal, à quoi ça sert de tester aussi massivement encore aujourd'hui? Ça sert à avoir une visibilité sur la dynamique de l'épidémie dans notre pays. Ah bon? Est-ce que le nombre de contaminations aujourd'hui avec le variant Omicron est pertinent véritablement pour connaître la situation sanitaire dans notre pays? Ça donne des données essentielles sur la situation sanitaire. Maintenant, vous le savez, on l'a dit depuis l'arrivée du vaccin, le juge de paix, ça n'est plus le nombre de contaminations, c'est la situation à l'hôpital. Il y a 1 an, jour pour jour, j'ai regardé Sonia Mabrouk, il y avait 15 fois moins de cas dans notre pays, et pourtant les restaurants, les bars, les théâtres, les cinémas, les musées étaient fermés, et pourtant il y avait un couvre-feu à 18h dans notre pays. On n'a plus tout ça, parce que depuis l'arrivée du vaccin, c'est la situation à l'hôpital qu'on regarde. Mais c'est quand même une donnée importante que de pouvoir savoir combien il y a de cas dans notre pays. Et je vais vous dire, plus on teste, plus on trouve, plus on a peur. Est-ce que ce n'est pas en réalité un indicateur psychologique? Non, je ne crois pas, parce que par ailleurs, on regarde aussi le taux de positivité. Donc ça ne dépend pas uniquement du volume de tests, puisqu'on regarde aussi le pourcentage de ces tests qui revient positif. Et il est très élevé. Mais c'est aussi pour les Français.
moi je discute beaucoup avec des Français, ils ont envie de pouvoir savoir s'ils sont positifs ou pas. Oui, mais vous s'ils vont voir leur mère, leur grand-mère, qui sont potentiellement à risque. Je ne conteste pas, mais est-ce que vous n'encouragez pas un testing massif qui n'est pas l'indicateur le plus pertinent? Vous-même, vous avez annoncé un plan de renforcement de la stratégie de test. Oui, mais je constate que dans cette crise, on nous a à plusieurs reprises reproché de ne pas tester assez. Et maintenant, certains nous reprocheraient presque de trop tester. Oui, parce qu'aujourd'hui, le variant est différent, fort heureusement. Mais nous assumons de tester, parce que, encore une fois, vous avez aussi des Français qui disent, moi, il m'arrive d'avoir des contacts avec des membres de ma famille qui sont potentiellement vulnérables, j'ai besoin, pour me rassurer, pour les rassurer, de savoir si je suis positif ou non. Et donc c'est important de leur donner cette possibilité. La question, c'est sur quelles données est-ce qu'on se fonde pour prendre des mesures? Et là, je le redis, les données sur lesquelles on se fonde, c'est la situation à l'hôpital. Évidemment que la situation est tendue, on la suit de très près, mais on a 20% de personnes hospitalisées en moins qu'il y a un an, alors même qu'on avait 15 fois moins de cas. Et ça, c'est grâce au vaccin. Donc il faut continuer à se faire vacciner, à faire son rappel de vaccination. Une tribune, il y a quelques jours, Gabriel Attal proposait que l'on aille jusqu'à infliger des sanctions pénales aux non-vaccinés. Je fais une différence entre les non-vaccinés et les anti-vax. Jusqu'où ce débat va aller? Vous savez, nous, on a une ligne qui est de faire peser les contraintes sur les personnes non vaccinées pour les inciter à se vacciner. Maintenant, je crois que c'est une tribune qui vise surtout à créer le débat, parce qu'il me semble que cette tribune... Le débat ou la polémique? Bon, un peu des deux, je pense, mais parce qu'il me semble que cette tribune propose d'infliger des sanctions pénales aux non-vaccinés qui contamineraient d'autres personnes. Enfin, c'est déjà difficile de savoir exactement où on a été contaminé, savoir avec précision qui vous a contaminé. Bien du courage. On sait très bien que c'est très difficile, voire impossible. Donc, je pense que ça vise à créer le débat. Donc, c'est un débat clos pour vous, une idée mornée. Mais l'important, c'est la ligne que nous suivons. Et encore une fois, on assume, contrairement aux oppositions, on assume cette ligne, oui, de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés et d'inciter fortement à la vaccination. Mais la pression, jusqu'où peut-elle... s'il y avait, dans notre pays, imaginons un scénario, 100% de personnes vaccinées, est-ce qu'on sortirait de la crise sanitaire? On aurait nettement moins de personnes hospitalisées qu'aujourd'hui, et donc on aurait une pression moins forte sur nos services hospitaliers. On n'aurait pas de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont atteintes d'un cancer, qui elles se sont faites vacciner, qui attendent une opération importante pour leur cancer, qui se voient annoncer que leur opération est reportée d'1 mois ou 2 mois, parce qu'il faut faire de la place dans les hôpitaux pour accueillir essentiellement des personnes non vaccinées qui souffrent d'une forme grave de la Covid. Donc oui, ça changerait la donne, et c'est pour ça qu'on continue à avancer, et notre ligne, elle fonctionne, parce qu'on a une couverture vaccinale très élevée, et parce qu'on a encore des Français qui vont se faire vacciner. Il y a eu plus de 200 000 adultes qui ont été faire une primo-injection la semaine dernière. Si nous sommes l'un des pays les plus vaccinés, pourquoi le débat se focalise-t-il sur les non-vaccinés? Est-ce que ça ne représente pas aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt des manquements structurels à l'hôpital? Et finalement, c'est votre politique qui est visée alors. Vous regardez ce qui se passe autour de nous, dans l'essentiel des pays, le débat se concentre sur les non-vaccinés. Et partout dans les pays, on cherche à trouver des solutions. Certains ont dit obligation vaccinale, d'autres passe vaccinale. Je voyais les déclarations du président du Conseil italien hier qui, là aussi, s'adressait aux non-vaccinés en disant qu'ils étaient à l'origine d'un certain nombre de maux du pays. Voilà. Donc évidemment qu'on continue à augmenter les moyens à l'hôpital. On a fait un plan inédit, historique de 20 milliards d'euros avec le Ségur de la santé. Mais oui, on assume... Vous savez bien que la vraie question, l'un des arbitres, c'est le nombre de lits, évidemment, de réanimation. Il est vrai, le problème des soignants et du personnel qui manque, mais cela fait 2 ans qu'on entend le même débat et les mêmes arguments. Alors, je rejoins ce que vous dites sur le fait qu'il faut augmenter nos lits de réanimation. Je redis simplement que s'il y avait 200 000 lits de réanimation, je ne souhaiterais pas qu'on accueille 200 000 personnes en réanimation, parce qu'il y en a une sur 5 qui sort dans un cercueil. Ne les fermons pas déjà. Mais on ne ferme pas de lits à l'hôpital ni de lits de réanimation, on en rouvre. On investit 20 milliards d'euros avec le Ségur de la santé, notamment pour rendre plus attractifs les métiers à l'hôpital, pour recruter davantage. Parce que la question, vous le savez, c'est moins les lits en tant que lits que les soignants qu'on doit mettre derrière un lit. On a supprimé le numerus clausus, ce qui fait qu'on forme chaque année 2000 médecins en plus qu'on en formait au début de ce quinquennat. Ça va prendre un peu de temps avant qu'ils arrivent sur le terrain, évidemment, parce qu'un médecin, ça ne se forme pas en 1 ou 2 ans, ça se forme plutôt en 10 ans. Mais on prend ces décisions, on prend nos responsabilités. Évidemment qu'il reste des difficultés, mais encore une fois, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible qui soient hospitalisées, et pour ça, il y a un outil, c'est la vaccination. Et l'autre outil, le corollaire, c'est le pass vaccinal, en examen aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Le sénateur Philippe Bas propose, Gabriel Attal, que le pass vaccinal disparaisse automatiquement dès que nous arrivons à moins de 10 000 hospitalisations. Est-ce que c'est pertinent de fixer ainsi un seuil d'extinction, de disparition du pass vaccinal? Il va y avoir un débat. Il y a aujourd'hui, vous savez, un dispositif qui est limité dans le temps.
qui doit s'éteindre en juillet prochain. Évidemment, si on peut arrêter le pass avant, on le fera. On a toujours dit que c'était une mesure, un outil qu'on utilisait dès lors qu'il y avait un risque pour notre hôpital. Vous le réaffirmez ce matin que le pass vaccinal ne sera pas un pass permanent. Certains, je dis bien certains, s'en inquiètent, imaginent un autre modèle de société. Je le redis avec force. Le pass vaccinal, ça n'est pas notre projet de société. Notre projet de société, c'est la liberté des Français. Et c'est pour ça aussi qu'on a été amené à prendre des mesures, pour qu'ils puissent continuer à aller au restaurant, pour qu'ils puissent continuer à aller au cinéma, pour qu'ils puissent continuer à se voir, pour que leurs enfants puissent continuer à aller à l'école. C'est ça le sens. Ça nous amène à prendre parfois des mesures difficiles, mettre en place des outils qui font peser des contraintes sur un certain nombre de Français, et notamment les non-vaccinés. Mais je redis que dès qu'on pourra se passer du pass vaccinal, mais alors on s'en passera, mais avec plaisir, Sonia Mabrouk. Moi, je me suis engagé avec Emmanuel Macron précisément parce que je crois à la liberté individuelle et aux libertés collectives. Et le pass vaccinal, effectivement, n'est pas cohérent avec ce projet-là, mais il est cohérent avec la lutte contre l'épidémie qui continue à sévir dans notre pays. Et on n'oublie pas que ce débat a suscité aussi malheureusement des pressions, des menaces, voire des violences à l'égard de certains élus. Europe 1 y a consacré une large enquête ce matin. Gabriel Attal, à moins de 100 jours de la présidentielle, des candidats alertent sur les parrainages. Si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour ne les obtenaient pas, que diriez-vous? Que ce serait un déni de démocratie manifeste, flagrant? Vous savez, il y a toujours, à chaque élection présidentielle, on entend ce débat. On entend des candidats qui disent qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver à leur parrainage. Et puis, ils dramatisent. Et puis finalement, ils arrivent à avoir leur parrainage. Je me souviens, il y a 5 ans, en 2017, même M. Asselineau, qui a fait 1%, déclarait qu'il ne pouvait pas trouver ses parrainages. Il a eu ses parrainages. Je me souviens, mais je sais que c'est difficile. Là, je parle de candidats qui sont à plus de 10% d'intention de vote. Oui, mais un certain nombre d'entre eux ont déjà été candidats à des élections présidentielles, avaient déjà déclaré qu'ils avaient du mal à trouver des parrainages, ont eu leur parrainage. Il y a 40 000 personnes qui peuvent parrainer, il faut 500 parrainages. Est-ce normal que tels candidats aient des difficultés par rapport à d'autres qui sont à 2-3% et qui les ont d'un claquement de doigts? Il peut y avoir des difficultés. Moi, je me souviens, j'ai accompagné Emmanuel Macron en 2016. Les parrainages, on a dû aller les chercher avec les dents. On n'avait pas de parti, on n'avait pas d'élus qui nous soutenaient au départ. Il y en a qui progressivement nous ont rejoints. Donc ça a été difficile. C'est les règles de notre Constitution qui visent notamment parfois à éviter... les règles sont mal faites et on peut les changer. À ce moment-là, il peut y avoir un débat pour les faire évoluer pour l'avenir. C'est un peu tard, monsieur Attal, l'avenir. Je vous parle d'aujourd'hui. Mais surtout que ça fait quand même, à chaque présidentielle, on a ce débat-là. Et vous aviez promis de vous emparer de ce sujet. Aucune majorité qui s'est succédé n'a proposé de faire évoluer, ou n'a voulu faire évoluer cette règle-là. Encore une fois, faisons le point et voyons dans quelques semaines ou quelques mois où en est la situation. J'ai assez peu de doutes sur le fait que les candidats qui s'expriment auront trouvé leur parrainage. Alors la campagne, parlons-en. En déplacement à Nice, Emmanuel Macron a annoncé un doublement des policiers sur le terrain d'ici à 2030, la généralisation des amendes forfaitaires au lieu des peines de moins d'1 an de prison et 15 milliards sur 5 ans, disons pour le budget de la sécurité. Est-ce le programme du candidat Emmanuel Macron sur la sécurité? C'est le président Macron qui a créé 10 000 postes de policiers et gendarmes. C'est le président Macron qui a augmenté de 3,5 milliards d'euros le budget de la sécurité dans notre pays. C'est le président Macron qui a revu notre politique pénale pour plus de fermeté. Non mais au-delà des éléments de langage, ce que je vous dis, c'est que et c'est le président de la République qui continue à investir et à intervenir sur la question essentielle de la sécurité pour les Français. À 100 jours de la présidentielle, monsieur le porte-parole. Mais à 100 jours de la présidentielle, vous croyez que les trafics de drogue s'arrêtent par magie? Je ne dis pas cela. À 100 jours de la présidentielle, vous pensez que les délinquants se disent il y a une élection présidentielle, donc on va s'arrêter de commettre nos méfaits? Mais ces annonces, concrètement, comment vont-elles se traduire? C'est pas dans les 100 jours qui restent. Mais si, vous avez des annonces qui sont d'application très rapide. Je pense par exemple à la fin de la vacation forte en temps de travail chez les policiers. C'est 1300 emplois qui sont récupérés. Ça, c'est tout de suite, c'est dans l'immédiat. L'augmentation d'un certain nombre de sanctions pour outrage sexiste, par exemple, c'est là aussi, ça arrive très vite. Donc il y a des mesures qui sont urgentes qu'on continue à prendre. Il y a des mesures de réinvestissement pour l'avenir qu'il faut engager, évidemment. Maintenant, il y aura une élection présidentielle, un débat à cette occasion, et puis on verra comment la suite des choses se déroule. L'opposition voit en tous les cas en Emmanuel Macron un candidat, notamment Éric Ciotti. Le président était sur ses terres de façon générale. Il a refusé boycotter la venue d'Emmanuel Macron parce qu'il y voit un candidat. En quoi a-t-il tort? Mais vous savez pourquoi il a refusé d'être présent et pourquoi il a boycotté? Je viens de vous le dire. Mais parce qu'il a peur de faire face au président de la République. Parce que vous savez que le président de la République, quand il se déplace, vous avez des élus locaux qui viennent lui parler. Et il répond toujours. Éric Ciotti sait très bien qu'il serait assez difficile pour lui d'avoir un débat sur ce sujet avec le président de la République, que rapidement il serait mis face à ces contradictions. Parce que vous entendez les responsables de l'opposition, et notamment chez LR, oui, ils attaquent beaucoup le président de la République. Est-ce que vous en avez entendu un seul d'entre eux depuis hier critiquer ce qui a été fait
ou ce qui est prévu d'être fait. Oui. Non, on les a pas entendus critiquer le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, l'augmentation des budgets. Mais pointer un Waterloo sécuritaire, oui. C'est un slogan. Dire que sur la justice, vous ne faites pas assez, oui, selon l'opposition de droite. C'est des slogans. Nous, on a un bilan, ils ont des slogans. Ils ont des mots crus pour cacher des idées creuses. Voilà, nous, on agit. Mais je ne les ai pas entendus regretter qu'on ait augmenté de 33% le budget de la justice depuis le début de ce quinquennat, qu'on ait recruté près de 7000 personnels en plus pour notre justice, pour mettre fin à l'impunité, qu'on ait enfin réformé le code de justice des mineurs pour arrêter cette folie où on avait des mineurs qui commettaient des méfaits et qui se retrouvaient sanctionnés 2 ans plus tard. Ce qui n'a aucun sens en termes éducatifs. Maintenant, on dit c'est 6 mois maximum et on met les moyens pour ça. Donc oui, ce président de la République est un président engagé sur la sécurité, qui permet de remettre des moyens, qui permet plus de sévérité et de fermeté. Et face à ça, vous avez des oppositions qui sont dans des petits slogans. Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.